L'idée de crime organisé est récente, cependant, des groupes structurés et organisés avec différentes configurations pour commettre divers délits ne sont pas quelque chose de nouveau. En fait, nous pourrions remonter très loin dans le temps. Après tout, les liens étroits entre le crime organisé et les structures de pouvoir et d'autorité étaient déjà observés dans l'Antiquité. Comme saint Augustin a donné le résumé le plus clair du problème. Car que sont les États, sinon de grandes bandes de bandits ? Et que sont les bandes de bandits, sinon de petits États ? Mais alors, comment en sommes-nous arrivés aux grandes structures criminelles mondiales qui en viennent à définir la vie de milliards de personnes et le comportement des pays ? C'est à cette question que nous allons répondre dans cette série, l'histoire du crime organisé. Étant donné qu'il s'agit du premier épisode et le plus important, au fil des épisodes, vous verrez comment, au final, d'une manière ou d'une autre, tout était connecté. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo avec tout le monde que vous connaissez. Sans votre aide, je ne peux pas continuer à vous apporter du contenu géopolitique authentique. Votre soutien est vraiment très important pour que je puisse continuer à travailler ici avec vous. Je m'appelle Géopolitique Mondiale et voici Géopolitique Mondiale. Qu'est-ce que le crime organisé ? Si l'on regarde la loi, du moins la loi brésilienne, on aura une idée pathétiquement limitée de ce qu'est le crime organisé, d'autant plus que les lois reflètent rarement la réalité. En résumé, il s'agirait d'un groupe de personnes qui s'organisent pour commettre certains crimes. En réalité, c'est bien plus que cela, mais notre objectif n'est pas d'étudier ce qu'est le crime organisé, mais de voir l'histoire des différentes organisations et des principales figures derrière le crime organisé. Si l'on prend les concepts de base du crime organisé et qu'on les applique au passé, on verra qu'il existait déjà des structures criminelles dignes d'être appelées factions criminelles depuis l'Antiquité. Les familles aristocratiques de la Grèce antique avaient avant quelque chose en commun avec les familles mafieuses de New York ou d'Italie. Elles accumulaient des richesses par des moyens violents et par la fraude. Comme Solon l'a dit, les chefs du peuple s'enrichissent en se livrant à des actes d'injustice. Ne respectant ni les biens sacrés ni publics, ils volent et pillent à tout va. Une comparaison entre les aristocrates de la Grèce antique et les mafieux modernes peut sembler exagérée à première vue, mais les parallèles sont finalement frappants, surtout lorsqu'on regarde la Sicile et ses élites rurales dominées par la mafia. Il en va de même pour l'ancienne Italie. La relation que les individus puissants entretenaient avec leur communauté au début de l'Italie, centrale au VIe et VIIe siècles avancément. Jésus-Christ, notamment en ce qui concerne leur conduite lors des guerres et des invasions, pourrait être décrite en des termes similaires à ceux utilisés aujourd'hui pour le crime organisé. Dans l'Égypte antique, les soi-disant Boucolois posaient des problèmes aux caravanes de l'Empire égyptien. Dans la région de la Cilicie, qui correspond aujourd'hui à la Turquie, les Isoriens tourmentaient et attaquaient Patan et les établissements côtiers, puis se cachaient dans les montagnes, obligeant l'Empire romain à déplacer des légions entières pour les traquer. Ce qui donnera naissance au terme praedon, ou voleur en latin, et latron, les bandits en latin. Plus récemment, les soi-disant pirates de l'époque des grandes découvertes, tout comme les groupes de pirates actuels, avaient tout ce qu'il fallait pour être considérés comme du crime organisé et, à l'instar des factions criminelles modernes, savaient qu'ils devaient s'associer à des autorités étatiques pour maintenir leurs activités. Et tout comme aujourd'hui, les autorités les utilisaient pour lutter indirectement contre d'autres États rivaux. Mais nous ne voulons pas non plus remonter aussi loin, car nous risquerions de perdre le fil. Ainsi, revenons à une période qui, bien que n'étant pas si récente, est encore responsable des effets dans le monde d'aujourd'hui. Le XIXe siècle. Le XIXe siècle, qui sera le siècle de l'apogée de la révolution industrielle, est de loin l'un des siècles les plus importants de l'histoire humaine. Et presque tout ce qui se passe aujourd'hui découle, d'une certaine manière, directement des événements du XIXe siècle. Nous vivons encore sous l'ombre du XIXe siècle et, pour comprendre le monde d'aujourd'hui, nous devons donc porter une attention particulière à ce siècle.
Et c'est ici que commencent réellement les histoires qui vont façonner le crime organisé du futur, jusqu'à nos jours. Débutons donc par le 19e siècle, en Inde plus précisément, avec un groupe appelé les Thugs, une société secrète indienne d'assassins et de voleurs de voyageurs dont les archives remontent au XVIe siècle et qui a opéré jusqu'au milieu du XIXe siècle. Ces bandits opéraient aussi comme des bandes de voleurs de grands chemins, trompant puis étranglant leurs victimes. Pour profiter de leurs victimes, ils se joignaient aux voyageurs et gagnant leur confiance, ce qui leur permettait de surprendre et d'étrangler les voyageurs avec un foulard ou une corde. L'étranglement était pratiqué en hommage à Kali, la déesse hindoue de la mort et de la destruction. Les Thugs ont été découverts par les autorités britanniques de la Compagnie des Indes orientales lors de leur expansion territoriale sur le sous-continent indien, à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Au début, les Thugs étaient considérés par les Britanniques comme une sorte de gang ou de bande de criminels qui se contentaient de commettre des vols, d'attaquer des caravanes et d'assassiner des personnes jugées moins menaçantes ou importantes. Cependant, les autorités britanniques commencèrent à prendre connaissance des Thugs à travers les rapports de crimes qu'ils commettaient et les enquêtes menées par les employés de la compagnie, en particulier par l'assistant du magistrat de Farooq Rabat, W. Wright, qui fut chargé d'enquêter sur une affaire de meurtre en 1810. Au fur et à mesure que les Britanniques en apprenaient davantage sur les Thugs, ils commencèrent à réaliser qu'il s'agissait de bien plus qu'une simple bande de criminels ordinaires, mais plutôt d'une société secrète, dotée d'une structure hiérarchique, de pratiques rituelles spécifiques et d'une coordination de leurs attaques à l'échelle nationale, ce qui était considéré comme inédit à l'époque. Cela commença à inquiéter les autorités britanniques, qui voyaient progressivement d'autres sociétés secrètes perturber l'Empire dans d'autres régions, dans d'autres colonies. Ainsi, l'Empire britannique décida de créer des mesures légales et policières spécifiques pour faire face aux Thugs, comme la loi de suppression des Thugs de 1836. Le magistrat Thomas Perry fut alors envoyé pour enquêter sur le nombre croissant d'assassinats commis par le groupe connu sous le nom de Thugs dans la région d'Etawah, en Inde au début du XIXe siècle. Perry offrit une récompense pour toute information pouvant mener à la capture des membres de l'organisation, et en mars 1810, les autorités coloniales réussirent enfin à arrêter 8 suspects, dont l'un accepta de témoigner contre ses complices en échange du pardon. Ce prisonnier, le jeune Ghulam Hussain, fournit des informations générales sur les crimes des Thugs, y compris le fait qu'il y avait environ 1500 membres du groupe vivant à Etawah et menant des expéditions vers des endroits comme Lucknow, Jaipur et Budankirand. Autrement dit, les services de renseignement britanniques avaient découvert l'existence d'une société secrète bien plus vaste qu'ils ne pouvaient chaud l'imaginer. Et ce jeune homme expliqua également comment les Thugs commettaient leurs assassinats. Les professionnels étranglent avec n'importe quelle partie de leurs vêtements, puis infligent des blessures avec un couteau. Ils n'utilisent brûlure pas de corde par peur d'être découverts. Les novices dans l'art administrent des graines de datura qui privent leurs victimes de leurs facultés pendant qu'ils les dépouillent. Hussain a également expliqué comment les Thugs commettaient leurs meurtres, en utilisant des drogues pour incapaciter les victimes avant de les étrangler et de les poignarder. Perry a également obtenu les dépositions des 7 autres prisonniers qui avaient été capturés avec Hussain, mais il a décidé de reporter le procès jusqu'à ce qu'il reçoive des instructions du gouvernement sur la manière de procéder dans cette affaire. Cependant, en attendant le procès, les membres Thugs ont fini par être libérés par les autorités indiennes, qui ont invoqué une série de problèmes de procédure et la manière dont l'interrogatoire avait été mené pour justifier leur libération. Par la suite, il deviendrait évident que cette société secrète était si puissante qu'elle était même infiltrée parmi les propres magistrats indiens. Pendant que Perry poursuivait son enquête sur le groupe avec l'aide d'un informateur, il réussit à arrêter 10 autres suspects dès le mois de mai 1810. Et avec le temps, les autorités britanniques en apprirent davantage sur les Thugs. Et l'une des choses découvertes était que leurs attaques étaient très organisées et non un simple acte de crime opportuniste.
En fait, les Thugs préparaient des expéditions pour attaquer les caravanes commerciales et les pèlerins. Ils rassemblaient en a plusieurs gangs de Thugs qui étaient dirigés par des figures appelées Jemadar, qui étaient les personnes responsables de planifier les attaques contre les voyageurs et de distribuer le butin obtenu après l'opération. Les gangs voyageaient alors à travers différentes régions de l'Inde, rejoignant d'autres gangs en chemin et commettant des assassinats dans plusieurs localités. Ils se réunissaient à certains endroits pour partager le butin, puis se dispersaient, s'éteindre à nouveau, évitant ainsi les soupçons des autorités locales, utilisant toujours des drogues pour incapaciter leurs victimes et l'étranglement avec des tissus pour éviter la détection. Et tout comme la société indienne était divisée en castes, les Thugs parvenaient à être une force séduisante pour les castes les plus basses ou les religions marginalisées, car les bandes étaient composées d'individus de toutes castes et religions, chacun ayant droit aux mêmes parts des valeurs obtenues lors des opérations. Et l'introduction de nouveaux membres dans les gangs se faisait par la famille, c'est-à-dire qu'un membre Thug recommandait un membre de sa famille. Il s'appuyait sur les liens de parenté en période difficile, le concept de famille s'étendant au-delà des liens du sang et incluant également les associés proches. Et cela était vital pour eux, car certains parents des Thugs étaient souvent appelés zamindars, c'est-à-dire une sorte de seigneurs féodaux dans certaines régions de l'Inde. Et ceux-ci, à leur tour, offraient une protection et soutien aux Thugs. Ils avaient l'habitude de choisir des victimes riches et bien habillées et utilisaient diverses tactiques pour les tromper, comme prétendre qu'ils se rendaient à la même destination ou offrir leur protection. Les Thugs avaient aussi des connexions dans les villages et les marchés le long du chemin, ce qui les aidait à trouver des victimes prometteuses. Dans certains cas, ils étaient forcés d'abandonner leur discrétion et attaquaient ouvertement en groupe lorsque les victimes étaient particulièrement difficiles ou plus méfiantes, comme les transporteurs de trésors, par exemple. Les colonisateurs britanniques croyaient qu'il existait plus de 40 différentes classes de Thugs en Inde et qu'ils se divisaient en 7 clans musulmans, d'où tous seraient originaires. De plus, les Thugs étaient également composés d'une partie de toutes les communautés appelées communautés vagabondes et brigandes de l'Inde, connues sous le nom des 84 tribus. La légende disait que les Thugs descendaient de 7 clans musulmans et de 84 tribus hindoues, ces tribus étant à l'origine très proches les unes des autres. 2 de leurs ancêtres partageaient ce qu'ils volèrent avec toutes les tribus. Après des conflits avec les autorités locales, les Thugs, pour éviter la persécution, se seraient divisés et enfuis, se dispersant à travers toute l'Inde, ce qui donna naissance aux 7 clans de Thugs musulmans. Ensuite, les Thugs se séparèrent encore davantage et formèrent de plus d'une douzaine de classes différentes, chacune avec ses propres caractéristiques et son territoire d'habitation. De plus, il existait 2 types de Thugs, les héréditaires et les occasionnels. Les héréditaires étaient ceux qui se considéraient comme une sorte de famille de Thugs, avec une longue tradition héritée de leurs ancêtres, et fiers d'appeler cela une profession. Ils avaient l'habitude de vivre dans des communautés sédentaires et suivaient des règles et des rituels spécifiques. Quant aux occasionnels, en revanche, c'étaient ceux qui n'avaient pas un lien aussi fort avec la pratique des Thugs et qui, bien souvent, s'y impliquaient parce qu'ils pensaient ne pas avoir beaucoup d'autres options de travail. Ils étaient généralement plus vulnérables et vivaient en marge des sociétés sédentaires, souvent comme sans-abri ou sans emploi. Selon les informations recueillies par les Britanniques, les Thugs croyaient que leur pratique avait été instituée par la déesse indienne Devi, ou Bhavani, qui les aidait à faire disparaître les corps de leurs victimes. Ils se considéraient comme les fils de Bhavani et croyaient qu'ils ne devaient pas tuer de femmes ni de membres des castes inférieures, qu'ils considéraient comme des descendants ou des serviteurs de la déesse Javi. Certains Thugs ont également rapporté que Bhavani exigeait le versement de sang lors de leur meurtre, ce qui a été interprété par les colonisateurs britanniques comme une forme dépravée de sacrifice humain. Il n'existe pas d'informations très claires à ce sujet, car certains récits et documents indiquent que les Thugs pratiquaient l'étranglement en l'honneur de Kali, tandis que d'autres le faisaient en l'honneur de Bhavani.
Le tournant dans la répression anglaise contre les thugs s'est produit avec la nomination du major William Sliman pour les traquer et les éliminer. En créant une task force spéciale, il a dirigé une série d'opérations militaires et de renseignements pour capturer et juger les thugs. La suppression des thugs a été un processus graduel qui a duré plusieurs décennies, mais l'organisation a finalement été éradiquée à la fin du XIXe siècle. La détermination et la focalisation des Britanniques pour éliminer les thugs n'étaient pas sans raison. Et cela s'explique par 3 raisons principales. La première raison est que l'Empire britannique ne tolérait pas l'existence de sociétés secrètes dans ses colonies, car elles pouvaient devenir de futurs foyers d'insurrection. La deuxième raison est qu'en attaquant les caravanes, ils touchaient donc directement les coffres de la Compagnie des Indes. Et la troisième, de loin la plus importante, c'est que les Britanniques visaient le contrôle absolu et inconditionnel de la région indienne de Mawa, qui était l'épicentre des activités des thugs et surtout la principale zone de production du pavot somnifère. Le pavot qui produit l'opium extrêmement précieux et qui sera vital pour que l'Empire britannique fasse son pas le plus audacieux, la conquête de la Chine, et qui ouvrira la boîte de Pandore du crime organisé dans les siècles suivants. Le crime organisé mondial va vraiment commencer maintenant. Merci à tous, j'espère que ça vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo avec tout le monde que vous connaissez. Et un immense merci tout particulier aux membres de la chaîne qui ont littéralement permis à cette chaîne d'avancer. En aidant et en contribuant pour que je puisse continuer à vous apporter du contenu géopolitique authentique. Merci à tous et à la prochaine vidéo.